Monsieur Attali, je parle aussi à la salle. Je n'avais pas envie de vous refaire une... Donc je m'approche un peu, vous puissiez me voir également. J'avais pas envie de refaire une biographie un peu classique, au risque de ne pas être très original et ennuyeux. Pour un créatif, c'est pas terrible. Alors j'avais tout simplement envie de vous présenter, de dire que vous étiez en fait un expert, un doctoresse, voire un maître en communication, mais sans jamais l'avoir assumé. À l'aube de vos 80 ans, vous ne les avez pas encore, vous maîtrisez les mots comme peu de personnes. Vous avez écrit plus de 80 ouvrages, essais ou romans. Un chiffre à faire pâlir plus d'un rédacteur dans la salle. Les mots, vous les faites virevolter chaque jour, car vous avez continué de côtoyer les salles de rédaction, avec notamment les quotidiens comme Les Échos, l'Express. Vous êtes d'ailleurs l'une des personnalités les plus suivies, alors les personnalités non élues, je le précise, les plus suivies en France sur les réseaux sociaux. Comme si cela ne suffisait pas, vous êtes passionné de musique et d'art, au point même de diriger de nombreux orchestres sous un modèle d'opéra collectif. Vous portez depuis toujours un regard international sur notre monde. Vous avez ainsi, et cependant de très nombreuses années, parlé à l'oreille des chefs d'État. On dit même que c'est vous qui auriez recruté notre actuel président. Si ça, c'est pas un super héros d'une campagne de marketing d'influence, j'y connais rien. Mais peut-être que vous nous ferez un commentaire là-dessus tout à l'heure. Voilà, je confirme, vous voici passé maître en réussissant à allier vos mots à la musique, les images à la parole, tout en pratiquant l'art de l'écoute et de l'influence, la palette complète des compétences clés du bon communicant. Nous sommes donc d'accord, monsieur Attali, vous pouvez nous l'avouer ce matin, les yeux dans la visio. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Je n'ai trouvé dans votre biographie aucune expérience confirmée sur la suite Adobe. Et ce, malgré un parcours riche et atypique pour un communicant, en intégrant Paris-Dauphine, les Mines, Polytechnique et l'ENA. Avouez-le, monsieur Attali, vous avez secrètement toujours souhaité faire de la communication votre métier. La preuve, afin de rattraper ce trou dans votre CV, vous vous intéressez aujourd'hui aux médias, à leur histoire et à leur avenir au travers de ce livre terriblement précis et documenté. Histoire des médias, des signaux de fumée, aux réseaux sociaux et après, de chez Fayard. Bref, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bienvenue à vous. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir par écran interposé monsieur Attali, notre premier inspirant. Bonjour, je m'excuse de ne pas être physiquement des vôtres. J'espère que vous m'entendez bien. Parfait, monsieur Attali. C'était justement ce que j'allais vous poser comme question. Si vous étiez bien installé, bien connecté. On vous voit et on vous entend très bien. Vous avez en face de vous un peu plus de 200 communicants des Hauts-de-France qui sont venus vous entendre, vous rencontrer et essayer de comprendre le voyage dans le temps que vous nous proposez au travers de votre livre sur l'histoire des médias. Ce voyage, c'est comme ça que je l'ai ressenti en parcourant, en lisant ce livre. Et donc, je vais vous laisser la parole pour nous exprimer votre point de vue sur les médias d'après. Et comme je le disais tout à l'heure, à la fin de votre séquence, on aura l'occasion de vous poser différentes questions pendant une bonne quinzaine de minutes. Merci. Je vous remercie. Je suis avec vous jusqu'à 10h moins quart et j'en suis ravi. Que vous dire? D'abord, le métier de communicant est un métier à la fois très particulier et très général. Par nature, toute personne humaine est communicant. C'est même la condition de l'humanité, même s'il existe une communication animale dont je parle assez longuement d'ailleurs dans mon livre, mais le propre de l'homme, un des propres de l'homme, c'est de communiquer, et de communiquer de mille et une façons, par la parole, par l'écrit, par le geste, par les odeurs, par mille et une façons, absolument, par le toucher bien sûr, par mille et une façons. Progressivement, les activités humaines se sont spécialisées et les activités que chaque homme était en situation de pouvoir faire, donc communiquer, sont devenues des métiers. Il y a des métiers qui ont permis à des gens de se spécialiser, de faire des choses. C'est arrivé aussi avec le métier de la communication, qui prend d'ailleurs des formes très diverses, puisque un professeur, c'est un communicant.
par nature, c'est quelqu'un qui transmet un savoir et donc qui communique. Un homme politique, c'est assez largement, en tout cas pour une partie de ses activités, un communicant. C'est quelqu'un qui dit des choses. Un chef, qu'il soit chef de 3, de 5, de 10 personnes, est un communicant, puisqu'il doit transmettre des instructions et surtout convaincre de la validité de ce qu'il dit. Et puis, il y a des métiers spécifiques, dont le métier n'est que de communiquer des informations venues d'autres, qui sont le propre d'autres et dans lequel sa spécificité consiste à transmettre le mieux possible le message d'un autre. Ça, c'est arrivé finalement assez tard dans l'histoire humaine, puisque pendant très longtemps, les communications étaient faites par les gens eux-mêmes qui avaient quelque chose à dire. Et l'invention d'un métier particulier qui consiste à communiquer ou à aider les gens à communiquer, on arrive à le repérer assez tard. Bien sûr, il y a très tôt des gens dont le métier est de manipuler des instruments spécifiques de communication. Par exemple, les signaux de fumée, il y avait des gens qui étaient spécialistes pour les faire, on leur donnait un message, ils le transmettaient. Même pour les tambours, de même pour les clairons de village, les tambours de village, tout ça c'était des métiers spécifiques de communication. Mais les métiers spécifiques de communication où je vous donne un message écrit ou oral et vous le transmettez, se spécialise peu à peu, et c'est au XVe siècle qu'apparaît le métier de la presse, avec le fait que des marchands qui s'envoyaient des lettres se rendent compte que la lettre a une valeur non seulement pour celui qui la reçoit, mais pour beaucoup plus de gens, puisqu'elle contient des informations qui ne sont pas simplement spécifiques à l'opération commerciale qui est l'objet de la lettre, mais aussi des informations sur le pays où ils sont, la situation politique et économique générale. Ils commencent à commercialiser leurs lettres. C'est important à noter parce que ça montre que, comme d'ailleurs c'était vrai pour les signaux de fumée ou les messages par tambour, la communication commence par le message personnel, par quelque chose d'intime qui ensuite devient quelque chose de plus général. Ça s'est produit ensuite, sans faire une trop longue histoire sur le passé, puisqu'on m'avait demandé de me centrer sur l'avenir. Ça s'est produit aussi avec le téléphone qui est devenu la radio, avec le cinéma et autre chose. Et puis tout ça a débouché sur la télévision. Et comme vous savez, c'est aussi par les messages personnels que commence Internet, puisque Internet commence dans les années 70, c'est tout sauf très récent, 1970, par des techniques de protection des messages personnels dont on craignait qu'ils puissent être détruits ou rendus inaccessibles par des conflits militaires, en particulier des conflits nucléaires. Et progressivement, une méthode de communication de messages personnels, de réseau social, est devenue un média. C'est-à-dire un moyen de communiquer non pas à une personne, mais à beaucoup ou à tous. Et on s'est trouvé successivement avec ces médias successifs qui sont la presse écrite, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, avec à chaque fois la peur que le média suivant allait détruire le média précédent. Peur qui ne s'est pas réalisée puisque la radio dont on craignait qu'elle détruise la presse écrite ne l'a pas détruite, au contraire l'a renforcée pendant très longtemps. La télévision dont on craignait qu'elle détruise la radio et la presse écrite qui pendant très longtemps ne l'a pas détruite. Et jusqu'à la fin des années 1990, on a une sorte de synergie cumulative où chacune des médias sert l'autre. Les journaux se développent partout dans le monde, les quotidiens, etc. De même que les radios, les télévisions, une sorte d'âge d'or des médias où d'ailleurs les groupes de médias dans le monde gagnent énormément d'argent, on fait des fortunes avec les médias, comme on le faisait d'ailleurs depuis le 19e siècle. Et l'apparition des réseaux sociaux passe inaperçue parce que tout le monde croit à cette époque que c'est juste un complément pour mettre en ligne ce qu'on produit par ailleurs dans les journaux. Et les journaux, avec beaucoup de naïveté et de bonne volonté, mettent en ligne sur les premiers sites Internet gratuitement ce qu'ils font dans leur moyen papier, de façon à faire connaître ce qu'ils font, pensant que ça va servir leur diffusion. Ce qui est vrai d'ailleurs au début, et puis comme vous savez, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Et pour la première fois dans l'histoire des médias,
un média détruit les trois autres. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train, je ne veux pas vous donner de chiffres, ils sont dans mon livre, ils sont actualisés tous les jours. Les médias, les réseaux sociaux détruisent aujourd'hui les journaux papier dans le monde entier sont en train de disparaître, sauf dans 3 pays qui sont le Japon, l'Inde et la Chine, où il y a encore un retard à combler. Les radios, qui ont beaucoup mieux tenu, sont aussi en train de s'effondrer, et les télévisions aussi sous le coup des réseaux sociaux, mais aussi des moyens que les réseaux sociaux permettent d'avoir, c'est des informations beaucoup plus rapides, beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus addictives, que permettent l'accès à des réseaux qui vous permettent d'avoir l'information que vous voulez et d'avoir aussi l'information qui est liée à vos propres choix. Avec aussi ce que les réseaux ont progressivement, c'est-à-dire la maîtrise des données, la maîtrise des préférences de chacun, qui fait que aucune marque ne trouve de l'intérêt à donner sa publicité à un journal, alors qu'elle a beaucoup plus d'efficacité lorsqu'elle la donne par l'intermédiaire d'un réseau social qui va très précisément cibler la clientèle la plus efficace pour elle. Et ce qui fait que progressivement, la publicité bascule par le biais des réseaux sociaux, soit en restant sur les réseaux sociaux eux-mêmes, soit en étant envoyée par les réseaux sociaux vers les journaux numériques, qui eux-mêmes n'ont plus alors qu'une part très faible du profit de cette publicité, et deviennent ainsi les esclaves, les otages absolument incontournables des réseaux sociaux. On en est là aujourd'hui avec aussi un grand nombre de dimensions nouvelles qui sont en train d'apparaître. Quelles sont ces dimensions nouvelles? D'abord, les réseaux sociaux prennent un pouvoir extrême et sont en train de dominer la planète, tant par les réseaux sociaux américains, qui sont devenus aujourd'hui, comme on sait, les premières entreprises du monde, qu'en Chine. Et en Europe, nous sommes dominés par les réseaux sociaux américains. Le paysage est ravagé, l'ensemble des autres médias est détruit. Et ces réseaux-là ne font que commencer à détruire cela. Il faut que commencer à prendre le pouvoir, et prendre le pouvoir sur les agences de publicité, sur la communication, sur l'ensemble évidemment des journaux et des radios et des télévisions qui de plus en plus dépendent d'eux en termes de communication, en termes de moyens financiers. Avec une dynamique qui leur est propre, qui est le fait qu'ils accumulent des compétences en matière d'algorithmes qui leur permettent de savoir encore mieux ce que les gens veulent avoir, et de créer des mécanismes addictifs pour que les consommateurs restent chez eux, en leur donnant tous les moyens d'avoir envie de venir toutes les 5, 6, 10 secondes sur le réseau social pour vérifier si on est suivi, en créant des mécanismes de véritable drogue numérique qui sont aujourd'hui prenantes et qui se retrouvent sur toutes les techniques de réseaux sociaux qui sont aujourd'hui incroyablement envahissantes, plus importantes sans doute même que les autres formes de drogue, et qui a des conséquences ravageuses sur les conditions de travail, sur les conditions de distraction, d'apprentissage, de culture, etc. La deuxième dimension, c'est qu'ils savent tout aussi sur nous, dans d'autres dimensions que nos préférences de consommateurs, mais nos préférences sentimentales, nos préférences politiques, nos préférences de comportement, et donc fournissent des données qui sont utiles politiquement aux dictatures ou aux démocraties peu regardantes, et qui sont aussi utiles aux entreprises qui ont besoin de ces données pour leur vendre des produits d'assurance, par exemple, ou des comportements divers. Et on peut en effet penser qu'il y a des liens de plus en plus étroits qui vont se tisser entre les GAFA, les entreprises de données, et les entreprises d'assurance et les gestionnaires de santé, et aussi, on y reviendra si vous le souhaitez, les entreprises d'information. Nouvelle dimension complémentaire, tout ça intervient dans un univers où on s'est rendu compte qu'une des activités préférées de l'humanité depuis toujours, c'est la distraction.
Et donc progressivement, l'information, la communication bascule dans la distraction. Pourquoi la distraction? Tout simplement parce que nous sommes tous mortels et on n'a pas envie d'y penser, donc on se distrait. Et la distraction devient de plus en plus le mode principal d'utilisation du temps, et l'information passe mieux par la distraction. On l'a vu depuis longtemps par les médias, les journaux qui ont utilisé la distraction comme une façon d'attirer des lecteurs, les feuilletons, les jeux dans les journaux, les bandes dessinées, etc. Puis les radios qui n'ont pas été que des radios d'information, mais des radios de distraction, puis les télévisions qui sont accessoirement des télévisions d'information, ou quand elles sont des chaînes dites info, qui transforment l'information en spectacle. Et donc on a un triangle qui se forme et qui est à la fois sacré et diabolique entre information et distraction. Au point qu'en anglais, qui a l'art d'inventer les mots qu'il faut, on parle d'infotainment et de edutainment. Et tout devient distraction. Tout doit être distraction pour nous attirer de la meilleure façon possible, quitte à ne pas attacher de l'importance à la vérité, puisqu'après tout, la distraction n'est pas faite pour dire le vrai, mais elle est faite pour dire le plaisant, ce qui crée une sensation diverse. Ceci s'inscrit dans un contexte où on se rend compte que comme les médias, journaux, radio, télévision ont cédé la place, ont été complétés par les réseaux sociaux, il faut bien voir que les réseaux sociaux ne sont eux-mêmes qu'une étape dans une évolution beaucoup plus longue, dans lequel les plus jeunes d'entre vous verront bientôt apparaître, voient déjà apparaître de nouvelles formes d'information, de nouvelles formes de communication liées à la distraction. Et pour ça, il suffit de se référer à ce qui se passe dans les jeux vidéo. On s'aperçoit que dans les jeux vidéo, il y a des nouvelles choses absolument stupéfiantes qui apparaissent en termes de réalité augmentée, réalité virtuelle et même hologramme. Or, quand on regarde par ailleurs ce qui se passe en termes de technologie liée aux moyens des médias, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, pour diffuser un maximum d'informations et réduire le coût de l'information, une automatisation. D'abord une automatisation de l'écrit. On peut écrire maintenant à la place de quelqu'un. On ne peut pas encore tout à fait écrire une suite à la recherche du temps perdu avec le style de Proust, mais presque. En tout cas, on peut écrire des articles de journaux à la place d'un journaliste en imitant son style, parce que les intelligences artificielles savent accumuler les données. Et dans quelques années, pratiquement, on pourra écrire à peu près tout article de journaux avec une intelligence artificielle et quelques données de base. Naturellement, si on sait le faire à l'écrit, on sait le faire à l'oral, puisque dès maintenant, un article qui est posté sur un site est automatiquement traduit dans toutes les langues, mais aussi automatiquement traduit en voix. Et aujourd'hui, mes propres articles sur mon blog sont accessibles aussi immédiatement en version audio. Après-demain, ils seront accessibles en version vidéo, par une image de moi qui dira, ou de n'importe qui dira ce qui est écrit, avec ma voix, mes allures, mes comportements. Et comme cela peut être fait, il sera extrêmement difficile d'être certain que c'est la vérité, puisque qui saura si c'est moi qui l'ai fait, si c'est vraiment moi qui suis derrière, ou si c'est une machine, ou quelqu'un qui imite ma propre écriture, ma propre voix, mes propres comportements. C'est là où on se rend compte que la dynamique technologique, c'est l'hologramme et la virtualité absolue, qui fait que je serai dans cette salle avec vous, qu'on assistera à un match de foot en étant sur le stade, dans le stade, en étant chez soi, que les joueurs joueront devant vous dans votre salon, que vous-même vous serez dans le stade, vous choisirez entre les faire venir dans votre salon ou aller, vous, dans le stade, et vous imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir pour la communication de l'entreprise, qui a déjà utilisé ça. J'ai fait d'ailleurs moi-même une conférence à Séoul avant-hier sous forme d'hologramme, d'une façon tout à fait conviviale et simple, pour une entité publique. Donc je pense que les entreprises vont comment on l'a vu aussi que c'est utilisé d'une façon politique.
Ce qui m'amène au sujet qui, pour moi, les deux sujets les plus importants sur lesquels je voudrais revenir avant de conclure. Le premier, c'est qu'on se trouve de plus en plus dans des situations où la vérité va être la plus difficile à défendre. Qu'est-ce que la vérité aujourd'hui, dans un univers où on peut donner toutes les fausses nouvelles, et je raconte dans mon livre comment sont apparus l'ensemble des réseaux de fake news, les QAnon, etc., etc. C'est absolument fascinant à voir comment ceci a surgi et s'installe. Comment défendre la vérité? Comment être sûr que quelque chose est vrai? Cela suppose des vérifications permanentes. Or, aujourd'hui, les techniques de vérification des fausses nouvelles sont encore artisanales, alors que les techniques de fausses nouvelles sont industrielles. Ce qu'on appelle les fact-checking, avec beaucoup de dévouement par des journaux ou des médias divers, ne peuvent vérifier qu'une information de temps en temps. Alors que les fausses nouvelles sont partout. Il y a d'ailleurs plusieurs sortes de fausses nouvelles. Il y a les fausses nouvelles qui sont dans le champ de la réalité et qui sont des mensonges, des erreurs. Et puis il y a ceux qui mélangent un fait, une opinion et une croyance, qui sont trois choses différentes et qu'on devrait apprendre à distinguer à l'école. Un fait, c'est pas la même chose qu'une opinion et pas la même chose qu'une croyance, qui obéissent à trois espaces épistémologiques différents. Moi, je rêve d'une application qui me permettrait et qui devrait être développée où on pourrait en permanence aller vérifier si telle information qu'on lit quelque part est vraie ou fausse. Ça n'existe pas. Il existe bien sûr des approximations de ça si vous cherchez avec attention sur Wikipédia, sur Google, sur différents sites. Vous pouvez vous faire une idée si ceci est vrai ou faux, mais pas toujours. C'est pas toujours simple. Il m'arrive en permanence, par exemple, d'être confronté à des fausses citations de moi, entre guillemets, avec le numéro de page d'un de mes livres, avec la couverture du livre, qui sont complètement d'imaginaire. Et les gens de bonne foi, mais qui n'ont pas ni le temps, ni les moyens techniques de faire ces vérifications, ne peuvent pas savoir si page 281 d'un de mes livres, dont ils n'ont pas la disposition, il y a vraiment écrit ce qu'on fait dire. Et c'est vrai d'une façon très systématique. Et donc je pense qu'une des grandes batailles de demain sera la capacité à maintenir la vérité. C'est le rôle des communicants, c'est le rôle des médias, c'est le rôle des enseignants, c'est le rôle des familles, que d'apprendre aux enfants à avoir l'esprit critique et à distinguer le vrai du faux, à distinguer non seulement le vrai du faux dans les faits, mais aussi dans la distraction. Très important qu'un enfant joue, qu'un enfant parte dans l'imaginaire, qu'un enfant rêve, qu'un enfant se raconte des histoires. Qu'on lui raconte l'histoire, c'est même tout le part littéraire et romanesque. Mais en ayant clairement conscience que c'est pas la même chose que la vérité. Or, ce glissement est là en marche, il est extrêmement grand. Deuxième glissement parallèle qui est tout aussi inquiétant, mais qui fait partie de ça, c'est que on voit que la bataille entre les États et les grandes entreprises est en cours et que les États, y compris l'État américain, semblent avoir manqué le coche et ne pas avoir trouvé le bon moment pour maîtriser ces réseaux sociaux qui aujourd'hui sont des puissances tellement énormes que même l'État américain aurait du mal à les réduire. Or, il est clair qu'aujourd'hui, il faudrait faire plusieurs choses. Il faudrait interdire à ces réseaux sociaux de s'approprier d'autres techniques, parce qu'il n'est pas normal que Instagram et Facebook et WhatsApp fassent partie du même ensemble. Il n'est pas normal de laisser une entreprise acheter des innovations pour les tuer et pour empêcher qu'elles lui nuisent, sentant que telle innovation ou telle start-up va peut-être devenir un concurrent, on l'achète et on la tue. Et c'est ce qui se passe et personne ne sait l'empêcher. Ce qui augmente évidemment le pouvoir de ces grands mastodontes. Et il n'est pas normal que personne ne sache rien des algorithmes et du caractère addictif des algorithmes qui sont à l'intérieur de ces machines, qu'on ne sache pas si, quand vous allez poser une requête chez Google, on n'est pas en train en même temps de créer une condition d'addiction à ce que vous ayez envie de revenir parce qu'on vous aura montré subrepticement au même moment à côté de votre requête une publicité qui vous intéresse particulièrement et qui vous aura donné envie de revenir, sans compter l'addiction à Twitter, Instagram, TikTok et autres réseaux narcissiques qui nous enferment dans des bulles, qui d'ailleurs renvoient profondément à l'idéologie du temps où chacun est
est heureux d'être enfermé dans sa bulle, heureux de ne voir que les gens qu'il aime, que les gens qui lui disent du bien, que les gens qui l'approuvent. Il s'enferme dans un univers de refus du réel, et où la confrontation réelle est de plus en plus conflictuelle, parce que on la refuse. Nous devenons, par ces mécanismes d'algorithmes incontrôlés, des narcisses communautaires, enfermés dans une communauté de narcisses, avec tous les dangers que cela peut impliquer. Ce serait un rêve que d'imaginer qu'on puisse entrer dans ces algorithmes. Il faudrait pour ça que la loi oblige les entreprises à dire ce qu'il y a dans les algorithmes, mais aussi que les États ou les organes de surveillance disposent de moyens financiers pour pouvoir payer des experts aussi chers que les experts qui ont fabriqué les algorithmes, pour avoir des gens qui soient capables de les contrôler. Inutile de dire que c'est aujourd'hui pratiquement hors de portée, sauf en Chine, où le gouvernement chinois semble avoir compris mieux que les gouvernements démocratiques l'importance de maîtriser leurs propres réseaux sociaux et ont aujourd'hui mis la main sur les grandes machines de réseaux sociaux chinois et on assure le contrôle au prix d'une dictature évidemment nous ne voudrions pas chez nous. La grande question, est-ce que nous allons être progressivement dans un univers d'irréalité absolue et de narcissisme communautaire qui sera aggravé par des technologies de soumission addictive à un univers de fiction, ou est-ce que nous allons reprendre le pouvoir sur cela et utiliser la communication pour ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire un moyen de liberté et de lucidité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Attali. Alors, j'ai déjà plusieurs questions qui arrivent depuis la salle. Donc la première, effectivement, je vais me projeter un peu ici, vous puissiez aussi me voir. Elle concerne les fameux GAFA ou autres BATX dont vous parlez régulièrement dans votre livre. Est-ce que effectivement vous êtes persuadé qu'il faut démanteler, comme d'ailleurs le disait Jacques Séguéla dans notre dernier invité, est-ce qu'il faut démanteler en fait ces géants? Est-ce que c'est un impératif pour sauver notre on va dire notre objectivité, notre société? C'est un impératif qui ne dépend ni de vous ni de moi. C'est un impératif qui ne dépend aujourd'hui que du gouvernement américain. Car personne, mis à part le gouvernement américain, ne peut encore le faire. Même les réglementations européennes ont très peu d'impact là-dessus. Et il faut à tout prix, en effet, le faire. Et on va voir si l'administration américaine actuelle se donne les moyens de le faire. Oui, il faut les démanteler. Je explique dans mon livre en détail quelles sont les mesures à prendre. Mais je n'ai pas pour l'instant de sentiment sur savoir si l'Amérique va être en situation de pouvoir le faire. Alors une autre question concerne la presse écrite, à savoir, est-ce que selon vous, la presse écrite ne tire pas son épingle du jeu parmi les autres médias? D'abord, il y a de quelle presse on parle? La presse quotidienne, non. La presse quotidienne s'effondre aujourd'hui d'une façon générale, sauf encore une fois, je l'ai dit, en Inde, en Indie, au Japon et en Chine pour des raisons particulières. Mais partout, même aux États-Unis, la presse papier s'effondre, et en France en particulier, la presse quotidienne, parce qu'on cherche les informations ailleurs que sur le quotidien. Évidemment, comme vous le savez mieux que personne, les quotidiens dits de province résistent beaucoup mieux que les quotidiens nationaux, parce qu'on y cherche des informations nulle part ailleurs et qui sont encore précieuses, et qu'il y a vraiment encore un grand service rendu par la presse de proximité. Les journaux de magazines ont encore un avenir s'ils sont capables d'apporter véritablement un service nouveau. Les revues spécialisées, les mensuels spécialisés, les journaux sportifs, tout journaux qui a un public particulier, les journaux de retraités en particulier, tout public spécialisé peut garder toujours un média spécialisé garde un public, sans aucun doute. Mais ce qu'on appelle les journaux en général, c'est-à-dire ce qu'on confond avec
Les quotidiens papier, eux, ont un avenir derrière eux. Alors, je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous avez pendant très longtemps côtoyé, et certainement j'imagine encore aujourd'hui, des chefs d'État, en tout cas des grands politiques, qui ont quand même une part de pouvoir en fait dans cette évolution des médias. Comment est-ce possible, c'est une question que je m'étais posée, comment vous n'avez pas réussi à ce moment-là à leur faire entendre davantage ce message que vous nous passez aujourd'hui? Au final, je me suis noté, peut-être vous-même étiez-vous aveuglé? Non, mais nous sommes tous des Fabrice dans Waterloo. Encore une fois, je vous le dis, les médias, la régulation se joue aux États-Unis. Nous ne sommes pas américains, et je ne le suis pas, et je n'ai pas d'influence particulière dans ce pays. C'est là que tout se joue, et c'est là où l'influence de ces réseaux sociaux est considérable. En France, on aurait pu, et j'ai fait beaucoup, c'est pas l'occasion de le raconter, mais beaucoup pour essayer de développer nos moyens propres d'Internet. J'avais même, enfin, c'est pas le lieu de le raconter, mais fait des tentatives il y a très longtemps pour développer Internet avant même qu'Internet n'apparaisse et ne porte ce nom. Et la société française était rétive à ces technologies, comme à la société européenne en général, puisque nous sommes une société, nous avons choisi le modèle où on préférait donner le pouvoir aux consommateurs plutôt qu'aux producteurs. En moralité, pour faire baisser les prix des produits, on multiplie la concurrence au détriment de la capacité de créer un acteur de masse. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 3 opérateurs téléphoniques, il y en a 57 en Europe. Il faudrait, ça fait 35 ans ou 40 ans que je le dis, changer totalement la conception de la concurrence en Europe et de ne pas voir la concurrence interne, mais la concurrence externe. Et donc construire des grands opérateurs téléphoniques, des grands marchés. Il ne peut pas y avoir de grands acteurs européens sans unification du marché européen. Nous avons quelques acteurs, d'ailleurs il y en a un dans votre région, qui est OVH, qui est un acteur qui est essentiel et qu'il faut aider et soutenir. Il y en a quelques autres en Europe, mais ça reste extrêmement faible. Quant à l'idée d'installer une réglementation en Europe qui permettrait de maîtriser les GAFA, je n'y crois pas du tout. D'abord parce que les comportements sont tels que les gens ne vont pas leur en vouloir, ne cherchent pas tellement à protéger leurs données. Ils ne cherchent pas tellement à se protéger, ils sont ravis d'avoir leur service gratuit. Et si on disait aux gens, vous avez Google, mais vos données sont protégées, personne ne pourra vous faire passer des messages subliminaux, mais vous allez payer Google 3 € par semaine, mais il n'y aura personne. Les gens préfèrent rester comme ça. Et c'est justement, donc je rebondis sur votre propos, puisque vous évoquez aussi dans votre livre cette notion vous êtes convaincu que nous allons passer de l'hypersurveillance à l'autosurveillance. C'est ça? Où en fait on va nous-mêmes alimenter nos propres données pour pouvoir en récupérer d'autres. Oui, nous sommes dans le règne de l'hypersurveillance. Ça fait très longtemps que j'avais prévu qu'on passerait à l'autosurveillance, c'est-à-dire au désir soi-même de se surveiller. Ça commence avec une balance. Quand vous vous pesez, vous vous auto-surveillez. Quand vous faites en permanence des examens de toutes sortes, vous vous auto-surveillez. Quand vous regardez la façon dont vous êtes apprécié sur les réseaux sociaux, vous vous auto-surveillez. Et ce désir d'autosurveillance, qui est une forme très subtile d'aliénation en même temps que de liberté, puisque si vous vous autosurveillez, c'est que vous êtes libre, vous le faites vous-même. Mais en même temps, vous autosurveillez votre conformité à des normes. Vous n'êtes pas libre, puisqu'il s'agit de surveiller votre conformité à des normes. Donc la liberté vient dans le choix des normes et dans le fait d'être conscient. Par exemple, je suis libre de devenir obèse, mais si je me surveille et que je reste à un poids raisonnable, j'obéis à des normes, mais c'est des normes que j'ai choisies volontairement. Donc la liberté consiste à choisir les normes auxquelles on obéit. Et cette autosurveillance-là a du sens. Par contre, si l'autosurveillance glisse à une incitation par un pouvoir commercial ou politique de normes à laquelle on nous demande d'obéir, c'est autre chose. Autre sujet, en fait, vous nommez les nouveaux médias comme alors je ne sais pas si je le prononce bien, des avicis numériques. Et donc en fait, ma question était, et donc elle va rejoindre aussi notre question de la salle. Qu'attendent les journalistes, les intellectuels ou les grands groupes de médias pour
pour se réveiller en fait et pour sauver non pas le soldat Ryan, mais le soldat journaliste? La visie numérique, ça vient d'un mot que j'ai inventé parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les médias avaient été inventés au XVe siècle par le courrier. C'était les lettres que s'envoyaient les marchands vénitiens à leurs correspondants flamands, dans lesquels ils disaient des choses qui dépassaient l'intérêt du correspondant. Ils en ont fait des copies qu'ils ont commercialisées. À Venise, ça se commercialisait d'une pièce d'un ducat, et sur la face de cette pièce, il y avait une pie qui en vénitien se dit gazzetta, c'est là d'où vient le mot gazette. Et ces avisi, qui étaient des lettres personnelles, on appelait aujourd'hui des lettres confidentielles avec des abonnés, je pense que c'est ça l'avenir des médias. C'est-à-dire des journalistes de talent, des gens de talent qui rassemblent des informations de qualité et qui les transmettent à des abonnés sous forme numérique, papier, audio et ou vidéo. Ça commence à exister. Et il y a dans l'océan de mauvaise qualité d'information, il commence à y avoir des gens qui mettent sur pied ce genre de médias. Ça existe en France aussi, ça existe, je ne vais pas faire de publicité à l'un ou à l'autre, mais ces médias qui ont la vocation à être des médias de qualité sont très importants et à mon avis ont un grand avenir pour sauver les médias. Alors une autre question d'Alexandra qui elle pose tout simplement, est-ce que la clé, donc vous en parliez un peu tout à l'heure, est dans les algorithmes selon vous? Et est-ce qu'effectivement il faut passer à la transparence totale sur ces algorithmes? Il faut passer une transparence, non pas totale, parce que si elle était absolue, elle romprait le privilège de la propriété intellectuelle, mais il faut une transparence à l'égard d'autorités de contrôle qui éviterait, pour fixer des normes, qui éviterait, par exemple, que l'algorithme nous impose de revenir toutes les 8 secondes sur le même lieu, qui crée des conditions d'addiction très spécifiques. Donc, il faut que les autorités de contrôle puissent regarder ce qu'il y a dans les algorithmes et éviter les mécanismes d'addiction. Ça existe, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et donc, est-ce que selon vous, question d'Isis, est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans les réseaux sociaux? Mais bien sûr. C'est justement parce qu'ils sont très positifs qu'ils sont importants. Les réseaux sociaux sont des services publics. C'est magnifique, c'est extrêmement précieux. Qui pourrait vivre sans aujourd'hui? Donc, comme des services publics, ils doivent obéir aux règles des services publics. C'est-à-dire, par exemple, je ne trouve pas normal que M. Trump ait été interdit par Facebook, organe privé, mais je trouve normal que M. Trump ait été interdit. Parce que M. Trump disait que des bêtises, des choses scandaleuses. Mais ce n'était pas à une autorité privée de le faire, ça aurait dû être fait par une autorité légitime au sens du service public. C'est là l'ambiguïté de ces réseaux, qui prétendent à la fois être des services publics et des sources de profit pour leurs actionnaires. Une autre question sur le... Je ne veux pas vous laisser en quelques minutes dans un sentiment noir et négatif. Au contraire, nous avons devant nous des moyens de liberté extraordinaires. Les réseaux sociaux, les médias, l'écriture, la créativité, le cinéma, les jeux vidéo, tout ça, ça ouvre des perspectives de créativité extraordinaires. Des perspectives des hologrammes dont je vous parlais, des potentialités fantastiques, extrêmement positives, y compris d'ailleurs pour l'éducation, le sujet sur lequel je travaille en ce moment. Et l'avenir de l'éducation passe par ces technologies et va bouleverser les mécanismes de formation d'une façon potentiellement extrêmement positive. Il faut le voir comme tel. Et il faut être aux alliés, bien savoir distinguer le vrai du faux, ne pas dépendre de quelques grandes mécaniques, mais il faut surtout savoir qu'il y a là des techniques fantastiques qui devraient permettre de vivre beaucoup mieux à l'avenir que dans le passé. Alors justement, si on parle d'éducation et d'avenir, Eric nous demande quelles pistes concrètes peut-on imaginer pour former les citoyens afin de distinguer le vrai qui est noyé dans les messages distrayants ou faux ou biaisés? C'est un combat de tous les jours. C'est à la famille à apprendre aux enfants de poser les bonnes questions pour distinguer le vrai du faux. C'est à l'école, dès l'enseignement primaire, de savoir pousser à vérifier et à croire quelque chose que lorsqu'on l'a vérifié. C'est à faire de l'amour de la vérité une clé absolue, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans amour de la vérité.
mais peut-être aussi, j'y crois, au développement d'applications. Moi, je vous l'ai dit, il y a une application qui s'appelle Shazam. Vous écoutez un morceau de musique, vous mettez Shazam devant et il vous dit quel est ce morceau. Ça existe pour d'autres choses, ça existe pour les plantes, ça existe pour les animaux, etc. Je rêve d'une application de ce genre qui, on lui donnerait une information ou une vidéo et vous dirait c'est vrai ou c'est faux. Ça viendra peut-être, j'espère que ça viendra. Je vous remercie, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Alors juste un dernier mot pour conclure. Alors il y avait quand même quelqu'un qui nous posait une question sur Socrate, mais je vous promets on va vous l'envoyer celle-là. Ici en face de vous, vous avez des communicants et le film très, très mince entre l'information et la communication, vous en parlez tout le temps dans votre livre. Au final, quel message souhaiteriez-vous passer à l'Assemblée qui est ici devant vous ce matin et quel rôle pouvons-nous jouer, nous, en tant que communicants ? Essayez de convaincre et de séduire en disant le vrai. Merci beaucoup, Monsieur Attali, merci beaucoup. J'avais noté quelques points que je voulais partager avec vous pour conclure cette séquence. Citer quelques florilèges, on va dire, de phrases ou d'idées qui sont repris dans ce livre, qui au final est assez rapide en fait à digérer pour nous communicants. L'information a été et sera toujours, ça c'est quelque chose qui est évoqué, même s'il change de forme. L'outil devient le média. L'exemple du téléphone qui a été redit tout à l'heure, qui devient radio. C'est un phénomène qui s'est toujours répété. L'information est pouvoir, mais aussi mensonge. Même chose, on retrouve beaucoup de similitudes entre le média et les mensonges, à tel point qu'à un moment donné, Jacques Attali écrit qu'il y a toujours une part de mensonge dans chaque média. L'information tue. Très clairement, les sujets d'actualité, Samuel Paty, pareil, c'est cité dans son livre. Mais aussi l'information sauve, positif, qu'elle apporte la liberté de penser, mieux d'avoir son propre discernement. Les médias sont au cœur de notre histoire, ils en sont à la fois le poison et le sauveur. Les médias représentent la transmission de notre savoir aux générations futures. Et enfin, dans l'histoire des médias, c'est toute la condition humaine qui se joue. Donc voilà, effectivement, j'avais envie de terminer là-dessus, sur ces idées. Et en live, effectivement, nous avons Olivier Sanson qui est là-bas, dans le fond de la salle, et qui nous apporte une keynote en direct.